Je cite quelques mots de Vargas Llosa. Parmi mes auteurs favoris, c'est qu'on lit et relit et arrive à former la famille spirituelle. Il n'y a presque pas de péruviens, même pas les plus grands, comme l'Inca Garcilaso de la Vega ou le poète César Vallejo, à une seule exception près, José María Arguedas. Parmi les écrivains nés au Pérou, il est le seul avec lequel je suis arrivée à établir une relation chère et profonde. Mais donc, qui était l'écrivain? Plutôt, je devrais dire, pas l'écrivain, mais les romanciers et le poète. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il n'aimait pas, il ne supportait pas qu'on les traite d'écrivains. Parce que comme si l'écriture, le fait d'écrire était une profession. Il ne pensait pas qu'un écrivain pouvait être un professionnel. D'ailleurs, il s'insurgeait quand on lui disait ça. Pour eux, les écrivains, ce sont ces gens qui se saisissent d'un thème d'écriture, à en écrire, manient la langue et gagnent ainsi leur vie. Ils ne pouvaient pas concevoir qu'écrire des romans ou de la poésie puisse être donc une profession, l'exercice d'une technique. Pour lui, écrire était une nécessité, une sorte d'exorcisme de tous les démons contradictoires qui tourmentaient son âme scindée en deux, partagée entre deux mondes apparemment irréconciliables, le monde quechua et le monde occidental. Mais il appartenait à ces deux mondes. Si son intelligence penchait d'un côté, son cœur penchait de l'autre. Cette question existentielle est présente dans toute son œuvre. En effet, le Pérou est un pays marqué par des dualités conflictuelles temporelles et historiques entre le moderne et le pré-moderne, aggravées par des conditions raciales, géographiques, sociales, ethniques, culturelles et politiques provenant de la facture historique, résultant de la conquête et des 300 ans de colonisation. Mais l'indépendance, il y a déjà 200 ans, n'a rien changé pour les aborigènes, qui sont restés marginalisés et en condition de serfs. La société féodale, le feudataire, n'ont pas disparu qu'avec la réforme agraire de la fin des années 60, donc après Arguedas. Quant à sa formation, Arguedas n'a jamais exercé sa plume dans le journalisme, comme tant d'autres écrivains. Il n'a pas non plus été professeur de littérature. Il se plaignait d'ailleurs de n'avoir pas eu l'occasion ni le temps de lire autant de livres qu'il aurait voulu. Rares sont les livres qu'il mentionne dans ses entrevues, mis à part Les Misérables, dont la lecture au collège l'avait fasciné et exerça une forte influence sur sa décision de prendre la plume. Comme dans Les Misérables, on retrouve dans son œuvre la justice, la vie des pauvres gens et l'insurrection. Son œuvre n'est pas énorme, mais il compte beaucoup de contes, surtout des nouvelles, des romans, mais aussi des poèmes en quechua. Et donc, il est classé parmi la littérature dite indigéniste. En fait, on devrait dire indianiste. Mais voilà. L'indigénisme est un courant du XXe siècle, de la fin déjà du XIXe, et un mouvement tant en littérature qu'en peinture. Mais à la différence d'autres grands indigénistes romanciers péruviens tels que Florinda Mato de Turner de la fin du XIXe et de Ciro Alegría, qui s'apitoient sur le sort réservé à l'Indien et dénoncent les abus commis contre eux, mais en jetant, pour ainsi dire, un regard de l'extérieur.
sur eux. Par contre, le regard d'Arguedas part de l'intérieur. En effet, il a connu le peuple quechua comme aucun autre romancier. Par les hasards que la vie lui a réservés dans son enfance, bien qu'étant blanc, il a été élevé parmi les Indiens. L'antagonisme social et culturel entre blancs, métis et indiens, il l'a vécu au plus près. De par cette enfance, il était bilingue et biculturel. Une richesse, mais aussi une déchirure. Celle du sentiment d'être partagé entre deux visions antagoniques du monde. L'une magico-religieuse, atavique, l'autre occidentale. L'une collectiviste, l'autre individualiste. Sa plus grande inspiration a été d'essayer de les concilier, les réunir, les métisser. Il est, je crois, le chantre du métissage culturel. L'œuvre romanesque d'Arguedas est une méditation sur le Pérou et ses gens. On peut dire que, comme Foucault, il se demande que sommes-nous aujourd'hui dans la contingence historique qui nous fait être ce que nous sommes. Ou plus précisément, dans le cas d'Arguedas, peut-on se moderniser sans mettre à bas les sociétés traditionnelles, stagnantes, sans libérer le monde de la magie quechua, remplacé en partie par les mythes catholiques. Du point de vue humain, Arguedas était un homme à l'esprit délicat et fragile, doté d'une grande sensibilité, sujet à des dépressions, marqué par son enfance et dont les souvenirs l'ont toujours hanté. Dans son cas, la phrase de Faulkner, The past is never dead, it is not even past. Le passé n'est jamais mort, il n'est même pas passé, est plus qu'approprié. Il était aussi anthropologue, il était un peu anthropologue de profession, mais aussi ethnologue et folkloriste. Et ses intérêts et ses trouves trouvent plus d'un reflet dans ses contes et romans. Quant à sa vie intime, à son affectivité, elle est restée attachée aux souvenirs de la tendresse et la douceur quechua qui l'ont maternée. À l'inverse, sa sexualité est restée traumatisée par les scènes, en étant enfant, dont le fils sadique de sa marâtre l'a obligé à être témoin. Avant d'aborder son œuvre en tant que linguiste, et vu les dilemmes dans lesquels il s'est trouvé pour choisir la langue dans laquelle écrire, le quechua ou l'espagnol, je dirai quelques mots à ce sujet. Ce n'est pas un problème nouveau pour un bilingue. Dante aussi, comme le rappelle Barthes, soupesa longuement les options avant de décider s'il devait écrire en latin ou en toscan. Des phrases courtes, très précises, il n'y a pas un mot de trop, mais empreint d'un lyrisme et en même temps de la poésie, clairement. Donc, les contes, on ne peut pas parler de chacun, tous ces contes, en fait, sont souvenirs de son enfance. Ils sont presque tous marqués par son enfance. Mais donc, il se constitue un album tendre et percutant. On trouve des scènes de violence et de cruauté, mais tout de suite adouci par son sens inné de la poésie. Ce mélange, l'amour et la tendresse. On y retrouve des personnages de son enfance, Felipe May ou autres personnes qui ont été très importantes, et donc aussi son amour pour les traditions, les mythes et croyances, la musique et les chants quechua. Il nous fait voir et comprendre de façon différente
la façon d'être et de sentir des Indiens, leur attachement à leur terre, leurs animaux et plantes. Il y a une espèce de panthéisme là-dedans, pas dans les Arguedas, mais dans la vision quechua du monde. Le lecteur est aussi sensibilisé au quotidien affligeant des paysans quechua. Mais en même temps, le lecteur s'émerveille face aux paysages grandioses des montagnes, neiges et abîmes des Andes. Ce sont des superbes descriptions et on vibre avec Arguedas dans leur contemplation. Tout ceci, j'ai dit, dans une prose lyrique, avec aussi beaucoup, il est un grand maître des dialogues. Les dialogues sont rapides et beaucoup de fois on comprend et l'action passe par les dialogues. La dédicace de son premier livre, Agua, on a dit c'est le recueil des 3 contes, et il le dédie aux paysans de l'Iseca et aux 4 ayllus de Pucyo. Donc c'est une vraie preuve de son amour pour le peuple quechua. Le premier roman, Jawar Fiesta, est intéressant pour multiples raisons, mais déjà par son titre. C'est un titre en langue hybride. Jawar, ça veut dire sang en quechua, et fiesta, c'est un mot espagnol. C'est intéressant, déjà, il veut mélanger les deux choses. Pour Arguedas, le cadre géographique est très important. Stendhal commence Le Rouge et les Noirs avec la description de la ville fictive de Verrières. Arguedas commence le premier chapitre de Jawar Fiesta avec la description magistrale et lyrique de la vraie ville de Pucyo. Mais on met quelques mots là pour avoir une idée. Et tout de suite après, c'est le voyageur qui est en train d'arriver à Pucyo, à partir de la côte, et on a les sentiments des voyageurs qui connaissent le Sierra et ceux qui ne connaissent pas, donc il y a toute une interprétation qui est vraiment merveilleuse. Ici, on voit le paysage n'est pas simplement un cadre, c'est vraiment une émotion. Ses premiers romans est un roman fascinant qui acquiert une stature épique au fur et à mesure qu'on avance, mais en même temps dresse un portrait noir de la société andine, qui vit presque en autarcie, cramponnée à ses us et coutumes. Toute l'action tourne autour de l'organisation du grand événement du jour de la fête nationale qui approche, la corrida. Il ne faut pas oublier que le taureau est un animal ramené par les Espagnols et que la fête de la corrida est espagnole aussi, mais elle est devenue là totalement indienne. Mais cette fête est arrivée avec les Espagnols, c'est-à-dire au XVIe, bien avant que les règles strictes de la corrida aient été fixées. Ce n'est arrivé qu'en XVIIIe. Les Indiens ont adopté la fête, la corrida, mais en la façonnant à leur façon, autrement. Dans le roman, nous sommes dans les années 30, et cette année-là, le nouveau sous-préfet, un liménien, a interdit que la corrida ait lieu à la manière traditionnelle, locale, sauvage. Les toreros ne seront pas les Indiens. La corrida se fera avec un vrai torero espagnol. Mais pour les Indiens, la Jawar Fiesta, la fête du sang, est un rite sacrificiel dont ils sont fiers. Et ils y tiennent. Ils ramènent, c'est très épique, comment ça s'est fait, ils ramènent de la puna un taureau sauvage. Quand l'Espagnol, le torero verra ces taureaux, il ne voudra pas. Et il attache à ces taureaux un condor. Il saute et danse autour du taureau sur la place de Pucyo pour arracher les tapis du bas qui est posé sur son dos, avant d'achever les taureaux avec un bâton de dynamite.